Bonsoir à vous toutes et tous. Soyez les bienvenus à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Basile-le-Grand. Alors, c'est une séance qui a été convoquée telle que requis par la réglementation. Alors, d'avance, les membres du Conseil sont requis spécifiquement pour une séance extraordinaire lorsqu'il s'agit d'adopter le budget. Donc, il s'agit ici d'une présentation budgétaire pour 2021. Donc, avant de débuter sur le contenu de la séance comme telle, je voudrais vous présenter les personnes qui sont à l'écran. Alors, vous avez dans l'ordre la conseillère au district numéro 1, Mme Laforêt, qui est responsable du dossier la sécurité publique. Bonsoir. Au district numéro 2, Mme Lynne-Marie Larin, qui est responsable de l'urbanisme aussi et des ressources humaines. Bonsoir. Au district numéro 3, M. Denis Vézina, qui est responsable du dossier développement durable. District numéro 4, M. Richard Pelletier, qui est responsable du dossier des travaux publics, immobilisation, et aussi, vous allez le voir ce soir, aussi, il est membre du comité des finances, alors il fera la présentation aussi avec notre trésorier et moi du budget. Bonsoir. Au district numéro 5, M. Guy Lacroix, qui est responsable du dossier loisirs, sport et vie communautaire, M. Lacroix. Alors, au district numéro 6, M. Émile Henry, qui est responsable du dossier famille, enfants et aînés, M. Henry. Bonsoir. Et aussi, nous avons notre directeur général, M. Jean-Marie Beaupré, et notre greffière, Mme Marie-Christine Lefebvre, et moi-même, maire de Saint-Basile-le-Grand. Donc, avant de débuter notre séance, parfois je l'oublie. On a une coutume qui veut qu'on prenne un petit temps d'arrêt. Alors, dans les circonstances, habituellement, lorsque c'est à présentiel, c'est-à-dire en assemblée publique en réel, on prend une minute, on va prendre une quinzaine de secondes pour pouvoir se prédisposer à notre séance. Par la suite, nous allons débuter nos travaux. Merci. Alors, je rappelle que nous faisons en vidéoconférence notre séance municipale du fait bien sûr de la pandémie et aussi on est régi par un décret gouvernemental qui nous appelle effectivement à faire ça en vidéoconférence comme nous le faisons présentement. Donc, il serait dans l'ordre d'abord, je vais vous rappeler, c'est un ordre du jour tout à fait spécial. Je vais vous rappeler bien sûr les points puisqu'il y en a peu. Alors, présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de 2021. Alors, présentation aussi du programme de dépenses en immobilisation pour les 3 prochaines années, donc 21, 22, 23. Adoption aussi des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de 2021. Adoption du programme des dépenses en immobilisation pour les 3 prochaines années et aussi un mandat de diffuser le budget pour cet exercice financier de 2021 et du programme de dépenses en immobilisation des années 2021 et 2022. Et je vous demande tout de suite d'être attentif parce que la présentation que nous allons faire, c'est une présentation pour l'ensemble du contenu des grands chapitres du budget qui va faire en sorte que, pour rendre ça un peu plus dynamique d'une part, faire en sorte que lorsque nous arriverons au moment des adoptions de chacune des résolutions, on pourra s'y référer aux éléments de présentation que nous avons faits. Alors, nous avons aussi avec nous ce que j'appelle notre ministre des Finances, mais notre trésorier
de la municipalité depuis de nombreuses années, qui nous accompagne chaque fois que nous préparons notre budget, bien sûr, et qui va participer à la présentation. Et comme je l'indiquais aussi, M. Richard Pelletier va participer à la présentation aussi, puisque avec M. Beaupré, M. Lalande et moi, nous composons le comité des finances. Donc, Monsieur Normand Lalande va commencer pour, bien sûr, faire la présentation de la structure, si on veut, d'un budget municipal et les grandes données qui y apparaissent. Monsieur Lalande. Je m'excuse, M. le maire, si vous me permettez, je voudrais juste qu'on adopte l'ordre du jour avant de débuter. Vous avez bien raison. Puis vous voyez jusqu'à quel point notre greffière, non seulement elle nous encadre sur le plan légal, mais sur le plan de la procédure aussi. Alors, merci, Mme Lefebvre. Ce serait dans l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyeur. Appuyé par Mme Laforêt, proposé par Mme Laforêt, appuyé par Mme Lorrain. Donc, tout le monde d'accord, étant donné que c'est une assemblée extraordinaire spéciale, on ne peut pas modifier les éléments de l'ordre du jour qui ont été annoncés. Donc, je pense que là, on peut le mettre en route. Donc, M. Beaupré va nous faire, effectivement, va nous présenter au fur et à mesure. Vous allez pouvoir visionner en même temps que nous les éléments du budget. Alors, je laisse la parole à M. Lalande. Alors, bonsoir à tous. Merci, M. le maire. Donc, je vais repasser les premières diapositives là, concernant évidemment les données financières. Donc, à la première acétate, un peu le descriptif de chacune de ces diapositives-là. Donc, une première concernant la mise en contexte, les réalisations de l'année 2020, les orientations, le rôle d'évaluation 2019, 20 et 21. Donc, en 21, on sera la dernière année du rôle. La situation pré-budgétaire, donc au moment où on a commencé nos discussions budgétaires, où on en était. Par la suite, les activités financières, donc les données financières plus précises, les revenus et dépenses, donc une explication plus détaillée des revenus et dépenses, des tableaux concernant où va votre dollar, donc un peu vous montrer quelle est la proportion de chacune des dépenses à l'intérieur du dollar de compte de taxe. Les dépenses par objet, donc les objets, rémunération, la dette, des contrats. Par la suite, les taux et tarifs. Le compte de taxe 2021, je m'excuse. La variation du compte de taxe moyen au fil du temps. Un comparatif auprès des villes régionales. Les défis que l'on aura relevés en 21. Et le programme triennal 21, 22, 23. Et on terminera ça par une diapositive concernant les faits saillants. Donc, la première diapositive, c'est un peu une mise en contexte pour vous permettre un peu de comprendre notre structure financière. Donc, évidemment, notre entité qui est la ville, elle est éclatée entre deux éléments, soit notre budget de fonctionnement, d'où une bonne partie du compte de taxe permet de faire fonctionner, justement, c'est à ça que ça sert, le compte de taxe d'une part, mais aussi les dépenses en immobilisation qu'on va voir par la suite. Et le budget de fonctionnement, il est composé des revenus, des charges, donc les charges, ce sont les dépenses, et les affectations, ce sont les sommes qui proviendraient de sommes réservées antérieurement, ce qu'on appelle nos excédents, donc de façon plus connue, le surplus, donc les éléments qui viennent équilibrer le budget. Les revenus, c'est exclusivement, c'est de la taxation à une portion très importante pour nous à Saint-Basile. Les charges, deux éléments importants, la dette, évidemment, et les dépenses de fonctionnement, donc de l'ensemble de la municipalité qui se retrouvent à cet élément-là. Les affectations, comme je vous disais tantôt, ce sont les excédents. L'autre mot aussi que l'on emploie souvent, c'est le mot surplus, donc les sommes qu'on a d'accumuler à même les excédents des années antérieures. Par la suite, le programme triennal d'immobilisation, généralement, là, on va vous présenter un programme sur 3 ans, mais les membres du conseil, en tout cas, nous, on travaille avec un programme qui va au-delà de
ces éléments-là parce que c'est quand même, ça concerne des projets qu'il faut voir venir dans le temps. Donc, mais on vous présente les projets sur les années 21, 22 et 23. Évidemment, ce sont des orientations, ce ne sont pas des éléments qui sont décidés. Quelques-uns de ces projets-là le sont, mais ce sont des orientations pour la plupart. Et évidemment, ces projets-là appellent du financement. Généralement, c'est via des dettes à long terme que l'on émet. Donc, des emprunts à long terme, des fonds réservés, nos excédents qu'on avait tantôt, et aussi une portion qui est de plus en plus importante, les subventions pour des programmes spécifiques au niveau de la réalisation de nos infrastructures, entre autres. Donc, M. Lessard. Oui, en regard des réalisations que nous avons faites, prenez note qu'il y a eu une décision par le Conseil antérieur, c'est de dire prendre une orientation affirmée en ce qui concerne la mise à niveau des infrastructures. Alors, cette orientation-là a été prise, elle s'est manifestée particulièrement avec la mise en place de toute la réfection du secteur Pont-de-Preux. Vous avez vu l'investissement qui a été fait là. Nos prédécesseurs avaient pris cet engagement-là. Nous étions parfaitement en accord avec ça. Nous avons continué dans cette lignée-là. Alors, depuis 3 ans, il y a un travail important dans tout ce secteur-là qui a été fait. Des engagements ont été pris aussi pour d'autres artères importantes de la municipalité. Une de ces artères-là, c'est l'avenue du Mont-Bruno. Alors, on se souviendra que ça a été reporté pour 2 années pour des incontournables en termes d'imprévus. Et aussi, donc, il y a eu cette réfection-là cette année de l'avenue Mont-Bruno et d'une portion aussi de la rue Champagne et prolongement aussi de la conduite d'Aqueduc de la rue Trudeau. Alors, vous avez eu aussi la réfection du boulevard du Millénaire, la phase 2. Dans cette phase-là, ce qui est intéressant à retenir aussi, c'est que nous en avons profité pour pouvoir apporter des correctifs au niveau de la sécurité, des éléments de sécurité lorsque vous allez entreprendre de traverser le passage à niveau et le 116 à cette hauteur-là, vous allez voir qu'il y a des modifications importantes qui ont été apportées sur le plan de la sécurité. Amélioration aussi de l'éclairage dans 3 parcs, donc bien sûr visibilité pour les activités qui sont là et aussi des éléments de sécurité, bien sûr, et de plus, réfection du stationnement du parc Prudent-Robert. Alors, vous avez, je sais que la grande majorité, je pense, de la population a emprunté la montée Robert. Alors, vous avez pu constater les améliorations qui ont été faites là. Donc, aussi des attentes des citoyens qui ont été manifestées depuis un bon bout de temps auxquelles nous avons répondu. Pour ces travaux-là, tous ces projets-là, nous avons fait l'obtention aussi de plus de 3 millions en subventions. M. Lalande en a parlé un peu tantôt pour la réalisation de ces travaux. Entretien aussi du bassin de rétention du parc rétention d'eau, bien sûr, du parc Montpellier. Je pense que c'est un parc qui est très apprécié et tout ça. Et on a vu aussi avec bien sûr, les plantes envahissantes notamment, et aussi ce qui se développe dans le fond de ce lac-là, qui a un entretien permanent qui doit être fait et des interventions sporadiques de façon particulière qui doivent être faites là aussi, alors, en termes d'entretien. Alors, pavage palliatif, donc c'est les rues que nous avons pas, nous ne pouvons pas tout de suite je dirais, fait la réfection au complet. Donc, on a cette obligation-là de pouvoir les entretenir au moins pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible ou encore permettre de les prolonger dans la perspective de les faire au complet parce qu'on a plusieurs rues qu'on doit refaire au complet. On va le voir tantôt avec M. Pelletier. Ce qu'on appelle du pavage palliatif, c'est donc dire qu'on refait le surfaçage. Réalisation de certaines actions aussi provenant du plan d'action organisationnel. Donc, on a fait faire une planification de notre fonctionnement organisationnel à l'interne ici. Or, conseillé par effectivement des intervenants extérieurs et un travail qui est fait là-dessus avec notre directeur général et des travaux qui vont se continuer tout au cours de l'année.
2021. Alors, préparation aussi des festivités du 150e anniversaire de la municipalité. Pour les personnes qui n'ont pas été saisies de cet événement-là, c'est pour Saint-Basile-le-Grand, c'est un événement majeur, 150 ans d'existence. Alors, un comité du 150e a été mis sur pied. C'est tôt au printemps et tout un travail de préparation a été fait. Vous allez voir aussi, il y a des sommes qui ont été retenues pour pouvoir effectivement faire en sorte de faire quand même des festivités qui sont marquantes pour la municipalité, mais en même temps qui tient compte des finances de la municipalité. Donc, nos moyens limités, c'est pourquoi ces festivités-là vont se faire dans le cadre des activités déjà prévues pour une bonne partie, mais il y aura des festivités tout à fait particulières aussi pour ce grand événement-là. Alors, nous allons aller maintenant du côté des orientations. Alors, en termes d'orientation, vous allez dire, bon, il n'y a pas beaucoup de nouveaux, mais en fait, fondamentalement, tout est nouveau. Parce que chaque fois qu'on va parler de poursuite des réalisations des travaux d'infrastructure en fonction des priorités établies, vous allez voir qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire. Alors, au cours des prochaines années, on a énuméré tantôt 2 grands chantiers, c'est donc dire Pont-de-Preux, puis après ça, boulevard Mont-Bruno, et aussi ces affluents, si on veut, là, qu'on va devoir continuer chaque côté de la montagne, entre autres. Alors, chaque fois, c'est quasiment nouveau au complet parce qu'il faut refaire les infrastructures au complet. Bon. Alors, offrir aussi des infrastructures durables et de qualité. On le voit, ce n'est pas tout de mettre en place des infrastructures, les renouveler et tout ça, mais les entretenir. Souvent, on s'est fait poser la question, pourquoi vous intervenez, par exemple, sur le boulevard du Millénaire? Ça nous apparaît bien, parce que le boulevard du Millénaire a été fait au début des années 2000 ou fin des années 80. Okay? C'est un exemple. C'est un exemple, c'est lorsqu'on n'intervient pas, lorsque la chaussée craque, hein, et tout ça. Donc, on doit scarifier et l'entretenir, ce qui nous permet de préserver nos infrastructures en bon état plus longtemps, surtout dans des artères aussi fréquentées que le boulevard du Millénaire. Poursuivre, protéger l'état des bâtiments aussi municipaux, ce qu'on a convenu de faire au conseil municipal, parce que une chose qui nous a, en fait, qu'on nous a un peu saisi, c'est de voir qu'au cours des années, on a plusieurs bâtiments et on n'avait pas un suivi en ce qui concerne les rénovations à faire ou l'entretien à faire. Ce qui fait que souvent, on intervenait lorsque un toit coulait ou une porte, par exemple, il y avait des infiltrations d'air ou quoi que ce soit. Alors, donc, il y a une planification à long terme qui va être faite pour pouvoir protéger nos bâtiments. On va y aller par séquence parce qu'il y a des coûts, bien sûr, mais nous avons convenu d'y aller par séquence. Alors, poursuivre la réalisation du plan d'action organisationnel, j'en ai touché un mot tantôt, et réaliser des projets structurants permettant de bonifier l'offre de services. Nous allons voir tantôt qu'il y a un certain nombre de choses qu'on met en place pour assurer la préservation de l'offre de services. Une municipalité, c'est un organisme de service, et donc dire une des préoccupations qu'on a, c'est d'être attentif aux besoins de la population. Et c'est pourquoi un des postes budgétaires les plus importants pour une municipalité, c'est sa masse salariale, tout ce qui est inhérent à nos employés, parce que d'abord, les services sont rendus par du personnel, par des humains. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que la masse salariale ou les conditions de travail constituent le poste budgétaire important dans une municipalité. Alors, offrir des services diversifiés et de qualité tout en considérant les effets liés à la pandémie. On est là-dedans, hein? On est là-dedans depuis le printemps, on ne fait pas exception. J'ai eu l'occasion de le dire,
Ici, on a au niveau de notre direction des services avec notre personnel cadre et tout, depuis le printemps, on a comme anticipé un peu ce qui était pour se décider, ce qui fait en sorte que déjà, d'emblée, dès que le premier ministre annonçait quelque chose, notre équipe, le directeur général, avec le comité des mesures d'urgence, on avait déjà élaboré une façon d'approcher tout le déploiement des services pour faire en sorte qu'on respecte les mesures sanitaires et tant pour protéger la population que protéger notre personnel. Alors, nous avons aussi, dans ce cadre-là, aussi débuté des démarches en vue des travaux de modernisation de la bibliothèque Roland-Leblanc. Notre bibliothèque est, vous le savez, très appréciée, fortement utilisée et avec un service, je pense, remarquable. Alors, il y a une modernisation, je pense, qui s'impose au cours des prochaines années et le conseil municipal a autorisé la planification là, avec le présent budget de la modernisation de notre bibliothèque. Alors, achat de 2 radars pédagogiques, donc c'est les radars qu'on va mettre sur des endroits stratégiques au niveau de la circulation pour les radars, ceux-là, je pense qu'ils vont être solaires, donc à l'énergie solaire, donc qui vient s'ajouter aux deux radars qu'on a déjà, qui sont à batterie présentement. Donc, c'est un besoin aussi qui a été identifié par notre comité de circulation. Évaluer, caractériser aussi les sédiments du bassin de rétention, je l'ai indiqué tantôt, augmenter la fréquence du balayage aussi des rues, du récurage des puisards. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut cette année ajouter là, comme service additionnel. Et offrir le programme aussi de subvention pour la rénovation Québec là, pour les maisons Lazardé. Alors, on a quelques cas, 2 ou 3 cas présentement qui se sont manifestés. Donc, on s'est inscrit dans cette démarche-là. Alors, il y a, tantôt, on va le voir, il y a un montant de 100 000 là, qui est prévu et le gouvernement double ce montant-là lorsqu'on s'inscrit dans ce programme et offrir une programmation diversifiée aussi dans le cadre des festivités du 150e. Ça, on va avoir l'occasion d'y revenir et puis que vous puissiez aussi prendre connaissance là, de la façon dont ces manifestations, ces festivités-là vont se déployer. Donc, on avait prévu une annonce là, très prochainement à cet égard-là. Tantôt, avec M. le directeur, on regardait là, comment on va placer tout ça en tenant compte de la pandémie. Donc, voilà, c'est bien placé, je dirais, ou exprimer les orientations qui sont retenues et données par le conseil municipal en ce qui concerne, d'une part, ce qu'on est en train de réaliser et ce qui est à venir. Donc, M. Lalande, retour à vous avec le rôle d'évaluation. Donc, on aborde maintenant la portion qui est un peu plus financière. Donc, la première assise du budget, évidemment, c'est son rôle d'évaluation. Donc, la valeur de l'ensemble des propriétés qui est sur le territoire. Donc, si on commence à regarder un peu ce qu'il y en est, on constate que pour un rôle d'évaluation qui totalise 2 milliards 104 millions, on a une portion qui est très importante au niveau des immeubles résiduels. Les immeubles résiduels, ce sont les immeubles, on devrait lire résidentiels, la loi appelle ça des immeubles résiduels parce qu'à quelque part, la législation définit toutes les autres catégories sauf les autres immeubles, les immeubles résiduels. Donc, chez nous, Saint-Basile-le-Grand, on a 1,8 milliard, je m'excuse, en évaluation au 1er novembre 2020, ce qui compose 88 de l'assiette fiscale du rôle d'évaluation. C'est quand même une portion qui est très, très, très importante dans notre taxation. Donc, la taxation que l'on envoie, on interpelle évidemment les citoyens qui sont dans les bungalows.
À la CETAT suivante, je vous présente un peu où on a débuté, si vous voulez, notre discussion budgétaire. Donc, après avoir recueilli l'information de toutes les directions de service, quand on s'est adressé aux membres du conseil pour un peu regarder le portrait, voici ce qu'on avait comme situation prébudgétaire. Comme je vous le disais, il y a une faible croissance au niveau du rôle d'évaluation. À l'heure actuelle, vous le constatez, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont en développement de la ville. Il n'y a pas non plus de terrains qui sont disponibles. Les seuls secteurs en développement, c'est dans le prolongement du boulevard Millénaire. Donc, dans cet endroit, ça bouge un peu. On a un petit peu de développement aussi sur la rue principale, mais on n'a pas des développements comme on a connu dans les années 2000 ou encore là durant les années 80. C'est dans un autre rythme. Là. On avait aussi des nouveaux financements. Donc, les nouveaux financements, c'est l'effet des constructions ou des rénovations qu'on vient de faire au niveau de nos infrastructures. Je vous dirais qu'à quelque part, c'est les travaux que l'on va financer prochainement sur Mont-Bruno, les travaux de réfection sur Millénaire qu'on a vu tantôt, et aussi du financement du secteur Pont-de-Pruche que l'on avait à faire et qu'on a fait à la fin de 2019 et qui ont eu un effet en 2020 et qui vont avoir aussi un effet en 2021. Une situation des matières résiduelles, il y a une prise en charge au niveau des condos qui a fait en sorte qu'il y a une somme supplémentaire. Les coûts de matières résiduelles vont augmenter. Évidemment, ces coûts-là sont tarifés aux usagers, à tout le monde, là, sur un tarif par logement. On a inséré aussi des sommes pour adresser les fêtes du 150e. Donc, c'est du ponctuel, ce n'est pas du récurrent. L'indexation des conventions collectives de 234 200 et évidemment, tout l'effet de la réorganisation, ou en tout cas, l'analyse organisationnelle qu'on a fait, l'effet financier que ça a eu sur nos budgets pour un montant de 529 000. On en a à cet endroit-là, on en a à peu près pour 1 million de dollars. Là, tantôt, je vais faire un lien là, avec ça. Là. La CETAT suivante, les activités financières, donc c'est notre budget d'opération dans lequel on retrouve les revenus, charges et les remboursements de capital. Donc, au niveau des revenus, qui est presque essentiellement de la taxe foncière et de la tarification reliée à cette taxe foncière-là. On en a pour 27 761 000. Une augmentation de 897 000 évidemment, 3,34 %. On va le voir à la CETAT suivante. On va faire éclater ces chiffres-là. Au niveau des charges, 24 millions, presque 25 millions. Une augmentation de 1,5 million. Le 1,5 million vient effectivement, il y a 1 million qui vient des situations tantôt prébudgétaires que je vous indiquais, plus des ajouts qui ont été faits suite à la présentation de certains projets par les directions de service. Le remboursement de capital. Le remboursement en capital, c'est dans les charges, là, vous avez les intérêts et dans le remboursement en capital, évidemment, c'est uniquement les obligations, la portion capital. Donc, maintenant, l'équilibration du budget. Pour équilibrer, on voit qu'on a un déséquilibre revenus moins charges, moins remboursement en capital. On voit qu'on a un déséquilibre, un manque à gagner de 601 494 000 $. Donc, ce déséquilibre-là va être adressé par une affectation des excédents non affectés, donc des surplus, pour venir équilibrer le budget. Donc, c'est beaucoup plus élevé que l'année dernière. Il y a un choix qui a été fait et c'est le résultat que l'on peut en tirer. Au niveau des fonds réservés, c'est exclusivement 2 éléments. C'est les éléments concernant le remboursement au niveau du fonds de roulement et la provision qu'on a prise parce qu'il y a des élections en 21. Donc, la provision pour le paiement des dépenses électorales, du financement, puis entre toute l'opération électorale. Donc, si on fait éclater la première ligne, la ligne revenu, le 27 761 000 $,
On y retrouve, voici comment il se détaille. La taxation, 2,4 %. On a une augmentation de 2,4 %. Le 2,4 %, je vous dirais que tantôt, on va le voir un peu plus loin, mais la portion la plus importante, évidemment, c'est la progression du taux de taxe foncière et des tarifs là, qui s'en suivent. Mais au niveau, tout se fait pas mal au niveau des taxes, si vous voulez. Au niveau des paiements tenant lieu de taxes, c'est les immeubles du ministère, les immeubles qui appartiennent, c'est les écoles, c'est les garderies. Donc, ça, c'est un chiffre statutaire que l'on obtient du ministère. Les revenus de transfert sont à toutes fins égales à peu près stagnantes, toujours la même chose. Les services rendus, il y a une augmentation de 15,6 %, surtout parce que quelque part, au niveau des technologies de l'information, on est en regroupement, si vous voulez, avec d'autres municipalités et Saint-Basile et le chef-lieu, je peux m'exprimer ici. On est la ville qui embauche les employés, mais on partage la facture, on partage ces coûts-là avec les villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn et Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y a un besoin à ce niveau-là et les dépenses sont plus élevées. Donc, il y a un partage qui est en croissance aussi à ce niveau-là. Au niveau des impositions de droits, ce sont surtout majoritairement les droits de mutation qui sont à ce niveau-là. Et je vous dirais qu'à quelque part, vous le reflétez à l'heure actuelle, l'activité au niveau des ventes d'immeubles, il y en a beaucoup. Les ventes se font à des prix beaucoup plus élevés que le rôle d'évaluation et on s'en ressent au niveau des droits de mutation. À l'heure actuelle, il y a une croissance, ce qui fait qu'on a poussé le chiffre encore un petit peu parce que quelque part, vous comprendrez que ce chiffre-là, il est directement lié à l'activité de vente des immeubles sur notre territoire. Donc, on estime que l'année prochaine, on est capable de pousser le chiffre un peu plus loin là-dessus. Au niveau des intérêts, c'est la stagnation. Comme vous le savez, les intérêts ne bougent pas. Au niveau des autres revenus, ils sont à zéro pour cette année. L'année dernière, on avait inscrit des ventes de terrain. Cette année, il n'y a rien qui se profile à l'horizon, en tout cas pour l'instant. S'il y en a, évidemment, ils viendront s'ajuster au budget. La portion des dépenses maintenant, au niveau de l'administration générale, c'est là qu'on retrouve le 11,7 % qui est une augmentation importante. C'est là qu'on retrouve nos dépenses relatives aux technologies de l'information. Donc, essentiellement, je vous dirais que c'est de l'embauche de ressources supplémentaires pour essayer de pallier, en tout cas, aux demandes qui sont faites. À l'heure actuelle, il n'y a pas de retard, mais disons qu'il y a une demande là, pour des services supplémentaires. Là. On le sait, au niveau de la pandémie, ça nous a fait réaliser qu'à quelque part, nos technologies de l'information, c'est des éléments qui sont très importants là, pour nous permettre de continuer de fonctionner là-dedans. Au niveau de la sécurité publique, ça, c'est surtout la quote-part que l'on verse à la régie de police et à la régie d'incendie. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'augmentation majeure, ça va bien. Au niveau du transport, c'est tout l'entretien de nos routes, de notre voirie. Je sais qu'il y a, à ce poste-là, il y a un technicien là, qui est prévu, qu'il y a une nécessité d'embaucher un technicien pour parer encore là avec certaines carences là, que l'on a à ce niveau-là. Au niveau de l'hygiène du milieu, c'est ce que je vous disais tantôt au niveau de la tarification des matières résiduelles. Il y a des coûts supplémentaires là, à cet endroit-là. Et au niveau de l'assainissement des eaux aussi, il y a des travaux là, qui sont nécessaires en 2021 pour remettre à niveau certains éléments au niveau de l'assainissement des eaux. L'aménagement et l'urbanisme, le taux est important, mais quand même, c'est majoritairement au niveau de la masse salariale. Ce n'est pas 9 % la masse salariale, là, mais à quelque part, c'est majoritairement le 61 000 et vient de là. Au niveau des loisirs, je vous dirais que le 299 000, c'est sûr qu'il y a toute la masse salariale sur 4,5 millions. Il y a une progression reliée à la masse salariale, mais aussi, il y a les fêtes du 150e. Il y a une portion importante
des fêtes du 150e que le Conseil a choisi d'aller installer là. Ce sont majoritairement des bonifications d'activités, des bonifications de rassemblements là, qui vont être faits au cours de l'année 2021. Vous allez en savoir plus là, au début de l'année 2021. Ça va vous être annoncé de façon plus détaillée. Et les frais de financement, c'est uniquement la portion intérêt, ça ne comprend pas le capital, un montant de 114 000 pour les travaux que l'on a réalisés en 2019-2020 qui auront un effet sur notre dette en 2021. Je vous ferai remarquer en passant que les frais de financement tiennent compte des subventions que l'on va recevoir parce que vous savez que la stratégie du ministère, la façon qu'on fait ça maintenant, c'est que c'est nous qui finançons le ministère. Donc, c'est pas sur notre dette, mais ça apparaît dans notre bilan financier. Mais le remboursement capital et intérêt de ces dettes-là, évidemment, sont assumés par le ministère. Donc, ça tient compte de ces éléments-là. L'acétate, la diapositive suivante, c'est vous montrer un peu à quel endroit, où va votre dollar, un peu pour vous montrer l'assignation, le pourcentage qui est assumé par chacun des services. Donc, évidemment, au niveau de l'administration, le tarif est à 16 %, mais prenez en compte là-dedans qu'il y a une portion aussi qui est payée par les autres villes que je vous disais tantôt au niveau des technologies de l'information. C'est une particularité que l'on a chez nous. Sécurité publique, je vous l'ai donné tantôt, régie d'incendie et régie de police. Évidemment, la dépense de transport, tout l'entretien de nos artères routiers, tout le déneigement et ainsi de suite. L'hygiène du milieu, c'est, comme je vous disais tantôt, c'est la portion des matières résiduelles, entre autres. L'urbanisme, une portion plus faible. Loisirs et culture qui absorbe 16 % et la dette, là, la portion intérêt qui est à, si ma couleur est bonne, qui est à 16 %, je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça, qui est à 3 % je m'excuse. Donc, à quelque part, je voulais vous souligner aussi que dans ces dépenses-là, où va votre dollar, il y a 20, vous allez voir à la diapositive suivante, il y a 28 % du budget qui provient des organismes régionaux. Donc, transport en commun, qui est une portion quand même importante, la communauté métropolitaine de Montréal, la régie de l'eau, la régie d'assainissement, régie de police et régie d'incendie. Ce sont les régies majeures qui viennent s'insérer dans notre budget. Donc, c'est des quotes-parts que l'on verse, évidemment. La diapositive suivante, concernant les dépenses par objet, c'est un peu le propos que je tenais. Là, vous voyez qu'il y a 28 % là, du budget qui est la partie bleue pâle, là, qui est la portion des organismes externes. Et je vous ferai remarquer que le montant de la dette là, dans cette diapositive-là, donc le montant de la dette qui est à 32 %, c'est notre rémunération. La dette, c'est 16 %, c'est la portion qui est en orangé, comprend dans cette diapositive-là le montant du capital. La diapositive suivante, je laisse la parole à M. Pelletier. Oui, taux et tarifs, Richard. Oui, alors on a vu avec M. Lalande. En passant, je me fais, très heureux, mais je me fais plutôt le porte-parole de l'ensemble de mes collègues, étant donné que ce budget-là a été travaillé tous ensemble. Là. Alors, même si c'est moi qui présente, soyez assurés que tout le monde y a pris part de façon à peu près égale. Donc, les taux et tarifs, c'est comme ça qu'on arrive à équilibrer le budget. M. Lalande mentionnait qu'il y a une hausse au niveau de la taxation. Alors, c'est ici qu'on voit ça. Alors, le taux de base pour le résiduel ou le résidentiel, si vous préférez, en 2020 était de 79 sous,43, le 0
0,7943. Et en 2021, ce taux-là passera à 0,8080. Alors, soit une hausse de 1 sou,37 par 100 $ d'évaluation. Je ne passerai pas en détail tous les chiffres qu'il y a là du tableau, mais sachez que les autres catégories, que ce soit agricole, commerciale, industrielle, sont proportionnelles. Alors, l'agricole est à peu près 80% du taux résidentiel, qui est le taux de base. Le commercial et industriel, c'est 2,4 fois le taux de base. On n'a rien modifié à ces proportions-là. Alors, c'est sûr qu'en faisant varier le taux de base, tous les autres taux vont varier, mais dans les mêmes proportions que les années précédentes. En dessous de ça, il y a la tarification pour les services, alors l'eau, les matières résiduelles, les eaux usées. Plutôt que de passer à travers ici et de le faire 2 fois, je pense qu'il va être plus intéressant de regarder un compte de taxes résidentielles pour voir comment ça se traduit tout ça. Alors, c'est l'acétate que vous attendiez tous. Le compte de taxes pour l'évaluation moyenne d'un immeuble. M. Lalande rappelait qu'on est dans la 3e année du rôle d'évaluation. Donc, on a la même évaluation pour la maison moyenne que l'an passé, soit 328 400. Alors, si vous avez une maison de cette valeur-là, votre compte de taxes de cette année augmentera, pour ce qui est des taxes foncières, de 44,99 $, ce qui représente environ 1,72 %, quelque chose de genre au niveau de la taxe foncière. Mais ce qui est important, c'est le bas de la page, là. Ensuite, tarification. Alors, l'eau, c'est inchangé. Pour les matières résiduelles, il y a une augmentation de 14 $. Pour ce qui est de l'assainissement des eaux, on payait les immobilisations. On avait fait un emprunt pour les immobilisations, pour l'assainissement des eaux, et on a fini de payer cet emprunt-là. Donc, il y a une baisse de 16,50 $. Et les égouts, l'ensemble du réseau des services, une hausse de 15 $. Ce qui fait que le compte de taxes total moyen hausse de 57,49 $, soit 1,77 %. Ça tient compte de tout. On vous rappelle que 1,77 %, c'est la hausse de toutes les dépenses dont M. Lalande nous a fait l'énumération, la description. On rappelle que ça paye le programme d'infrastructure auquel on s'est engagé à faire au-delà de l'augmentation normale des dépenses. Alors, voilà, ça donne, c'est le résultat que ça donne. On va passer maintenant à voir la variation du compte moyen. Évidemment, c'est un graphique qui n'est pas nécessairement facile à suivre au premier coup d'œil, mais vous avez en bleu la courbe qui monte un peu plus haute que les autres dans les récentes années, là, qui est la variation du compte moyen. Alors, le pourcentage d'augmentation du compte de taxes. Vous avez l'IPC, la courbe en rouge, qui est la variation de l'IPC, de l'indice des prix à la consommation. On comprend que c'est un indice de prix qui est établi pour les ménages canadiens ou québécois. Là. Dans ce cas-ci, on prend la grande région de Montréal. J'avais encore 2-3 choses. Juste l'an passé, si vous vous souvenez bien, la hausse du compte de taxes était à peu près identique à l'IPC. Et là, on ne voit pas cette jonction-là. C'est tout simplement qu'un IPC et une hausse de compte de taxes, il y a un décalage d'1 an. Alors, si on compare la hausse du compte de taxes qu'on vient d'annoncer à l'IPC actuel, vous comprendrez que ce n'est pas l'IPC 2021. L'IPC 2021, on ne le connaît pas alors qu'on vous annonce la hausse de taxes pour 2021, d'où le décalage dans les courbes. Et l'IPC moyen, depuis 2010, est de 1,46 %, ce qui est à peu près proche de l'augmentation annoncée. Okay.
Merci, on peut changer de diapositive. Comment on se compare? Une comparaison, ce n'est jamais facile. Il y a bien des façons de comparer. Alors, ce qui a été fait ici, c'est de prendre pour le compte de taxes 2020. Pourquoi on n'a pas pris 2021? Simplement parce qu'on ne sait pas pour plusieurs autres villes encore. Alors, pour le compte de taxes 2020, on a pris le taux de taxation de ces villes-là en se disant, pour une maison de 300 000 $, combien on paierait de taxes? Alors, et c'est ce que ça donne. Alors, parmi les 11 municipalités qu'il y a là, on est au 10e rang. Alors, évidemment, 10e rang sur 11, ce n'est pas là qu'on voudrait se classer. Par contre, je veux attirer votre attention sur quelques détails. Si on regarde les villes les plus proches, là, qui font partie de notre MRC, vous regardez que les 7e, 8e, 9e, 10e, l'écart entre les comptes est minime. Alors, il n'est pas dit qu'une maison qui coûte 300 000 $ à Saint-Basile, si vous la transplantez dans une autre de ces villes-là, que vous allez avoir la même maison, peut-être vous allez devoir mettre plus d'argent pour avoir la même maison. Alors, il faut tenir à l'esprit qu'une comparaison, c'est une comparaison. L'autre chose, il y a de ces villes-là qui ont des parcs industriels, qui ont des industries. Et si on faisait un classement des villes par rapport à leur parc industriel, on aurait probablement le même classement que ça, ceux qui en ont le plus et ceux qui en ont le moins, parce que ces parcs-là, évidemment, amènent des revenus importants. Alors, c'est important de voir que les sources de revenus des villes qui semblent mieux se classer est peut-être très différente aussi de notre profil. Si on regarde l'Audubon Park, qui a un profil très résidentiel, on voit un peu que la dynamique est différente. Alors, c'était les commentaires que je voulais donner par rapport à notre classement, mais on présente ce classement-là chaque année. Alors, c'est important de le faire encore cette année. Merci, Richard. C'est très pertinent. Et maintenant, on va aborder les défis. Alors, on a vu un peu le parcours qu'on a fait en ce qui concerne la gestion, je dirais, ou l'affectation de nos budgets par rapport à nos grandes obligations, tant au développement de la ville que de services comme tels. Donc, premier défi, c'est poursuivre le plan de réfection annuel des infrastructures des immeubles municipaux. On le verra tantôt en ce qui concerne des éléments du plan sur 3 ans. Alors, plan de développement là, triennal. Alors, amélioration aussi, et on s'en va sur l'autre. Je vais y aller avec ça ici. Amélioration, maintenir et protéger à long terme l'état des infrastructures. J'en ai parlé au début, entre autres, pour dire, c'est pas tout d'améliorer nos infrastructures, mais il faut les entretenir et, entre-temps, essayer de protéger et assurer une plus longue existence aux rues, entre autres, les rues ou encore les servitudes qu'on a qui devraient être faits maintenant, mais qu'on n'a pas le moyen de faire maintenant. Alors, présenter une offre de services variée tout en respectant la capacité de payer. On a vu aussi certains éléments de services qu'on a ajoutés. Normand en parlait tantôt, notamment toutes les nouvelles technologies, parce qu'on ne peut pas faire cavalier à part, parce qu'il faut se moderniser aussi, mais c'est non seulement de l'équipement, mais aussi du personnel qualifié. On pourrait prendre des différents services aussi pour pouvoir donner des exemples semblables. Composer aussi avec les contraintes de développement imposées par les organismes régionaux et supra-régionaux aussi. Alors, je pense que les citoyennes et les citoyens de Saint-Basile sont bien conscients des difficultés qu'on a à pouvoir mettre en valeur des plateaux ou des terrains, des parties de territoire qu'on pourrait effectivement développer et pour pouvoir effectivement urbaniser. On parle entre autres RCI, qui est l'ancienne CIL, et aussi le développement du Sud-Ouest, qui normalement aurait dû être fait jusqu'à date, parce que c'est dans un TOD, c'est donc dire près d'une gare, c'est donc dire qui facilite aussi le transport en commun. Alors, les contraintes nous viennent du fait qu'on n'a pas les autorisations tant de la CPTAC, qui est l'organisme
qui supervise la gestion des territoires agricoles et aussi de la CMM. Ça, c'est pour donner un exemple. On pourrait en prendre d'autres, mais c'est les difficultés qu'on rencontre. En composé avec les contraintes aussi liées à la pandémie. Ça, c'est depuis le printemps, bien sûr. Or, on a dû très rapidement s'ajuster et anticiper ce qui venait aussi pour pouvoir assurer un certain nombre de services. Juste l'exemple des camps de jour. Alors, notre personnel, on fait un travail assez remarquable pour assurer les camps de jour. Vous avez vu qu'on est obligé de restreindre quand même le nombre de jeunes qu'on pouvait accueillir et tout ça, mais ça s'est tenu dans des conditions assez remarquables aussi, puis je pense appréciées des parents. Donc, tantôt, je vous disais aussi, en termes de défis, investir dans les infrastructures. Je parlais un petit peu plus tôt que nos prédécesseurs avaient entrepris effectivement deux éléments importants avec lesquels on travaille présentement. C'est d'abord prendre parti pour un développement, je dirais, continu, mais en faisant en sorte mise à niveau de nos infrastructures, mais avec l'effort de pouvoir faire du rattrapage. On sait qu'on est beaucoup en retard du côté du rattrapage. Alors, il y a ce coup d'envoi-là qui a été fait par nos prédécesseurs pour annoncer effectivement, ça a pris comme sa force, je dirais, du côté de Pont-de-Pruche. L'autre élément qui est intéressant, c'est qu'avant, lorsqu'on faisait des travaux semblables, la plupart des coûts étaient assumés aux riverains. C'est donc dire les personnes qui habitent sur la rue. Or, le tournant qui a été pris, puis là, on s'est comme moulé, ou je dirais, rejoint les autres villes, OK, c'est les coûts à l'ensemble. Alors ça facilite, en fait, le partage du poids du développement et de la mise à niveau de nos infrastructures, ce qui nous permet d'aller de l'avant. Donc, ça étant fait, il y a l'autre élément qu'il fallait aussi prendre en compte et qui n'a pas été pris en compte à ce moment-là parce qu'il fallait y aller en séquence, c'est de mettre à niveau, je dirais, de consolider ou encore d'équilibrer le budget de la municipalité par rapport à nos obligations. Alors là, à l'automne, lorsque nous sommes arrivés à l'automne 2017, il y avait d'engagement par rapport aux obligations de la municipalité, déjà un manque à gagner qui était autour de 15 à deux endroits, à deux années successives. Là. Alors, on est obligé de composer avec ça et demander un effort aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Basile, donc les contribuables de Saint-Basile, et ils ont répondu, ils avaient répondu, bien sûr, on est contrariés, on est tous contrariés parce que nous-mêmes, on trouvait qu'on avait cette obligation-là, okay? Mais cet effort-là, aujourd'hui, elle paye. Ce qui nous a permis l'an passé, cette année, d'arriver à un rythme de croisière d'augmentation du taux de taxation, ce que M. Pelletier vient de présenter, qui s'apparente aux autres municipalités. Okay? Alors là, je lève mon chapeau, tant notre administration qui ont travaillé, parce que ça a l'air simple là, quand on présente ça comme ça, mais il y a un travail en amont extraordinaire qui est fait. Tous nos services sont mis à contribution et ça se rend jusqu'à notre direction générale par les directorats de chacun des services. Et par la suite, ils viennent présenter au conseil municipal les demandes par rapport à ce qu'eux autres, ils perçoivent comme service et comme besoin. Mais le conseil en perçoit aussi. Donc, il faut mouler ça ensemble, il faut équilibrer ça pour arriver effectivement avec quelque chose qui nous permet d'avancer et de répondre aux besoins immédiats. Donc, vous avez deux choses là-dedans. On va à l'essentiel d'une part, mais on va aussi à un impératif qui nous oblige à faire du rattrapage, qui est toutes les infrastructures. Alors, j'apporte ce propos-là pour bien comprendre que si on en arrive là aujourd'hui, c'est qu'on a fait un parcours où on a fait l'effort que vous nous accompagniez dans la compréhension de ce que nous faisions. Et je dois vous dire que moi, j'ai été pour être dans le domaine public et des secteurs
d'activité publique depuis plusieurs années, vous nous avez soutenus de façon remarquable. Avec, bien sûr, des contrariétés. Tout ça, c'est normal. Mais globalement, là, c'est ce qui nous permet d'arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de collégialité et je salue tant notre administration que mes collègues du conseil municipal d'avoir fait tout cet arbitrage-là tout au cours de ce parcours-là. Donc, ceci pour vous dire qu'on garde le cap. Le défi majeur en termes de coûts et notamment, il y a bien sûr les services, là, OK? Les infrastructures. Les infrastructures qu'on planifie toujours sur 3 ans, ce qu'on appelle le PTI. Alors, le plan triennal d'immobilisation, en termes d'infrastructure, c'est donc dire la mise à niveau des rues et tout ça sur 3 ans. On essaie de garder un rythme qui ne dépassera pas les coûts annoncés initialement en termes d'augmentation, qui étaient, Richard me reprendra, mais je pense que mes collègues du conseil, 70 $ par année. À date, avec les infrastructures, on a été en dessous de ça depuis 3 ans. Donc, mais les coûts vont venir, là, parce qu'il y a des choses qui sont réalisées, tout ça, et les coûts, ils vont venir maintenant. Alors, en termes pour les infrastructures comme telles, pour 2021, nous en avons prévu sur lesquelles nos équipes, nos services travaillent présentement pour 13 millions. C'est donc dire 12 950 000 $. Alors, peut-être qu'on va être obligé de retarder tout ça. Il y a des impondérables qui surviennent à l'occasion. Okay? Vous allez voir les autres années aussi, mais on ne s'arrêtera pas trop sur les autres années, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Si on avait à répondre immédiatement aux impératifs là, de dire ça hurle pour les mettre à niveau, c'est de l'ordre que vous avez là. Alors, 2022, ça serait 17 765 000, 2023 du même ordre. OK? Alors, pour les 3 prochaines années, pour 48 330 000. Donc, je ne veux pas vous assommer avec ça. C'est pour vous dire si on avait à répondre aux impératifs actuels. Alors, dans la planche à dessin, là, en termes de planification, c'est ça. Donc, chaque année, pour les années qui viennent, on aura, comme on a fait cette année, à reconsidérer la planification. Donc, c'est un ordre de grandeur. Mais pour 2021, ce qui est planifié, c'est de l'ordre de tout près de 13 millions. Et ça, c'est pour les infrastructures. Au niveau des immeubles, c'est 1 million. Des parcs, c'est 1 210 000. Et du matériel roulant, c'est 1 337 000. Ça, c'est des besoins immédiats pour pouvoir continuer effectivement à répondre aux besoins qui s'expriment. Là-dessus, il y a une subvention potentielle, veut dire normalement, qui devra être accroché à ces travaux-là de 3 206 000. Okay. Alors, on a toujours, là, le poste riverain, mais il ne s'applique pas dans ce cas ici. Le fonds de roulement, au fonds de roulement, là, dans les fonds réservés, vous avez 497 000 et puis les excédents. Pour les fonds de parc pour 2022, vous avez 200 000 et puis excédents non affectés, 150 000. Donc, les effets prévus sur le compte de taxes, vous le voyez là, je ne sais pas si on l'a, mais un effet prévu si on applique ça là, intégralement pour 2022, c'est 195 $ et 146 $ 2023, 2024, 135 $ sur le poids de la taxation. Donc, voilà. Alors, nous en sommes maintenant dans un résumé en bref pour le PTI. Richard. Alors, M. Pelletier. Oui. Merci, M. le maire. Alors, il s'agit d'un résumé, d'un sommaire, donc, du programme triennal d'immobilisation.
je pense qu'on vous encourage à aller sur le site web de la ville pour aller chercher le PTI complet. Autrement dit, essayez pas de faire le total de ce que je vais énumérer avec ce que M. le maire vient de présenter. Il va vous en manquer. Alors, celui auquel vous avez accès est plus détaillé que ça. Alors, il y a des projets d'infrastructure. En 2021, on veut faire la rue de la Montagne. Alors, c'est une réfection majeure de la rue de la Montagne, comme ce qui a été fait pour l'avenue du Mont-Bruno cette année. Et ensuite, il y a le pont de Pruche, ou le secteur du vieux village, qu'on pourrait appeler, où on fait la réfection des rues Doucet-Lamar, Rochelot pour un montant de 3,2 millions. Le stationnement du nouveau villageois, en collaboration avec le centre de services scolaires, 850 000. Alors, quand on vous présente les montants ici, il s'agit du montant total pour lequel la ville est maître d'œuvre. Par contre, certains de ces projets-là sont subventionnables, comme celui-ci, ce qui veut dire qu'il est fort probable que le montant serait diminué d'une subvention. Et il y a une partie de cette facture-là également qui serait payée par le centre de services scolaires et non pas par la ville. Alors, mais on vous présente le coût total du projet. Alors, 850 000. L'Aréna Jean Rougeau, remplacement des bancs, 200 000. Modernisation de la bibliothèque Roland Leblanc, 150 000. Je crois que M. le maire ou M. Lalonde y ont fait allusion il y a quelques minutes. Alors, on veut prendre notre inventaire de livres, mettre des puces RFID pour avoir une meilleure gestion de l'inventaire, meilleur service à la clientèle. Alors, une modernisation. Il ne s'agit pas juste de mettre la peinture sur les murs. Là. Et on parle de moderniser aussi le fonctionnement même de la bibliothèque. Ça aussi, c'est subventionnable. Quand M. le maire parlait plus tôt d'au-delà de 3 millions de subventions, ce sont les subventions qui sont confirmées pour les infrastructures en autant qu'on les réalise, bien sûr. Alors qu'ici, ce sont il y a des projets qui sont subventionnables, mais comme le montant de la subvention n'est pas encore connu, ils ne sont pas présentés ici. On vous présente toujours le coût total. Le plan Chaudron, 550 000, également subventionnable. Donc, ça fait plusieurs années qu'on en parle, celui-là. Des réfections au 9 rue des Roses, soit l'édifice Janine Trudeau-Brosseau. Des modules de jeux et éclairage au parc du Quai, 515 000 $. Et on poursuit avec la diapo suivante, soit 3 200 000 pour ça, mais comme je vous ai dit, il y en a d'autres projets en surplus. On va à la diapo suivante. L'aménagement d'un parc canin, souvent, on a souvent eu des demandes, questions sur ce sujet-là, 70 000 $. Et on prévoit peut-être qu'en 2023, on pourrait avoir une phase 2 où on améliore les installations. L'édifice Léopold Bouchard, il s'agit de travaux à la toiture. Je ne pense pas que personne n'a l'idée de repousser ça plus loin. La réfection de la maison scout, la même chose, 60 000 $ de réfection. Ensuite, on tombe en 2022. Je vais aller rapidement. Donc, c'est le planage, pavage et le remplacement de l'aqueduc, donc des travaux en profondeur sur la rue Bellavista, entre Principal et des Hirondelles, incluant le passage piétonnier pour aller à la rue Latour. On va reconstruire la montée des Trinitaires entre la 116 et l'avenue Montpellier. Ensuite, pour un montant de 1 600 000 $. La réfection du rang des 30 entre la route 116 et le boulevard Yvon-Lheureux. C'est un chemin qui se dégrade beaucoup et ce bout-là appartient à Saint-Basile-le-Grand. Alors, c'est 1 200 000 $. Conduite maîtresse d'aqueduc pour alimenter la ville et pour des développements futurs. Je pense que c'est vraiment un projet, c'est en 2022, c'est un projet essentiel. Il s'agit de boucler la ville, c'est-à-dire d'assurer un approvisionnement par deux sources, parce qu'advenant qu'il survient un problème à la source première, vous comprendrez que la ville voudra être approvisionnée par une source alternative. Donc, il s'agit de 3 millions de $.
réfection de la rue La Française, Est, dis-je, et de la rue Curé-Marsan pour compléter le vieux village. C'est une réfection en profondeur, ça, 6 millions. D'autres projets, alors un sentier piétonnier éclairé sur la rue Prévert en 2022, près de là où il y a les commerces Maxi. Réfection de la rue des Saules et une partie de la rue des Cèdres, ça va en 2023. Ce sont des rues qui en ont vraiment besoin. Les infrastructures sont en fin de vie, mais il faut aussi se donner le temps de faire tous les plans et devis. C'est complexe. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de plans à faire. Et comme M. le maire a mentionné, même si les besoins sont immenses, on ne peut pas tout faire la même année. C'est notre capacité de réaliser, notre capacité de payer. Alors, on essaye d'échelonner les priorités au fil des ans. Réfection de la rue principale, qui aussi s'est dégradée. 6 900 000. C'est une rue qui est très achalandée. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est dégradée plus que certaines rues de quartier. Ensuite, d'autres travaux pour la vais-je le dire correctement, la sécurisation des traverses piétonnières sur l'axe 116 pour 2 millions de dollars en 2023. Ensuite, planage, pavage du chemin Bellavista. Alors, il s'agit de la surface. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'infrastructure en profondeur. Il s'agit de travaux de surface pour le chemin Bellavista pour un montant de 2 millions de dollars ou un peu plus. Comme je vous dis, il y a plus de détails dans les documents qui sont disponibles sur le web. On a fait juste un survol des principaux projets. En termes de faits saillants, si on résume très brièvement, or, le compte de taxes moyen pour 2021 sera augmenté de 1,77, ce qui représente 57,49 $, si je ne m'abuse de mémoire. Okay. Alors, nous avons, en termes de projets structurants, c'est donc dire en dehors des infrastructures pour un montant d'1,4 million. Ça, c'est pour bonifier l'ensemble des services aux citoyens et poursuivre aussi les plans de réfection des infrastructures pour revitaliser la ville. Là-dedans, il y a le plan, bien sûr, pour la bibliothèque et tout ça, toutes les planifications qu'on a à mettre en place. La poursuite aussi du triennal, ce qu'on appelle triennal, donc poursuite du plan de réfection annuel et puis l'obtention des subventions. Donc, chaque fois qu'on met de l'avant un plan, nos services s'assurent de vérifier si on a le droit à les subventions, à quel niveau. Et bien sûr, il y a des obligations là-dedans pour pouvoir obtenir ces subventions-là. Alors, c'est aussi de ce côté-là, il y a un travail important qui est fait. Donc, ça ferait le tour de la présentation budgétaire. Je remercie tous les membres du service, avant je l'oublie, de nos différents services pour leur contribution dans tout ce cheminement-là qu'on a fait depuis deux mois et demi. Pour les gens qui pensent que ça se fait dans l'espace de quelques heures ou quelques jours, on a un budget de près de 28 millions maintenant avec tous les considérant qui s'y regroupent, tout ça. Chacun des services est concerné. Chacun des services a apporté sa contribution pour apporter un éclairage au conseil municipal. Alors, chapeau à chacun de nos services. Salut spécial aussi à M. Lalande et M. Beaupré qui nous accompagnent dans tout ça par, bien sûr, d'une part en nous fournissant toutes les informations pertinentes et aussi les avis tout à fait appropriés. Mon collègue Richard, qui siège au comité aussi des finances, où on a fait un travail plus pointu, je dirais, mais chaque membre du conseil municipal a contribué en fonction des dossiers qu'il porte. Alors, je me plais à le dire et je vais le répéter aujourd'hui, c'est un travail d'équipe avec l'ensemble des composantes de la municipalité. Et c'est un travail consensuel aussi, au maximum,
au niveau du conseil. C'est sûr qu'on a des divergences d'opinion parce que c'est normal aussi, mais on tente de faire en sorte que le livrable, ce avec quoi on vous arrive, il y ait une opinion partagée pour pouvoir le porter. Ce n'est pas tout de livrer un budget. Il faut aussi livrer par la suite ce pourquoi le budget est fait. Donc, c'est ce que je voulais dire en complément. Donc, Richard Normand, merci aussi d'avoir participé à la livraison de ce budget ici. Donc, ça nous amène maintenant à officialiser les choses. Donc, en termes au niveau de la présentation, prévision budgétaire pour l'exercice de 2021. Alors, je vous rappelle que le total de nos revenus est de 25 761 488 $ avec des charges de 24 946 182 $ pour un excédent de 2 815 306 $. Alors, avec un financement prévisible pour le remboursement en capital de 3 416 800 $ et en termes d'affectation diverses, là, alors, vous en avez pour 601 494 $. Alors, le montant qui est là en termes de surplus budgétaire veut dire, c'est sûr qu'il y a déjà des parties qui sont affectées, qu'on voit plus bas ici. Et chaque municipalité, d'abord les municipalités, ce qui est important de rappeler, on n'a pas le droit de faire des déficits. Les gouvernements, les gouvernements ont le droit de faire des déficits, les deux autres paliers de gouvernement, mais pas les municipalités, d'une part. D'autre part, on a aussi un incitatif de dégager des surplus, justement pour pallier à tout imprévu. Alors, les surplus qui sont dégagés habituellement pour les personnes qui vont venir consulter le budget à l'invitation que M. Pelletier a fait tantôt, que je réitère ici. OK? Alors, c'est les surplus auxquels on nous incite, c'est de dire, essayez de ne pas aller en bas de 5 de votre budget en termes de surplus et entre 5 et 10 Il y a des municipalités qui peuvent facilement atteindre 10 et nous, on n'est pas dans ceux-là, mais déjà, moi, je considère que nous avons aujourd'hui, on est en train de vous présenter un excellent budget par rapport aux contraintes de la municipalité. Je réitère, un excellent budget et c'est un effort collectif à nouveau et qui tient compte et auquel on ne serait pas arrivé si on n'avait pas le parcours que nous avons décrit un peu plus tôt. Donc, il s'agirait ici d'officialiser, je ne reprendrai pas toute la présentation, donc c'est d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier de 2021. Alors, comme présenté, prévoyant des revenus de 27 761 488 $, 28 761 488 $ de charges et remboursement en capital de 24 pas en capital, mais totalisant. Ce serait trop beau, le remboursement en capital, c'était de ce montant-là. Alors, remboursement en capital totalisant 24 946, 24 millions, dis-je, 946 182 $ et des affectations de 601 494 $. C'est dans l'ordre de mon proposeur en appuyeur. Pour la circonstance, je vais prendre M. Pelletier comme proposeur, lui qui a fait la présentation. OK. Proposé par M. Pelletier, appuyé par. Pas d'appuyeur, pas de budget. Oui, Mme Laforêt. À vous jouer un tour, pas d'appuyeur, pas de budget. Adaptation de programme de dépenses maintenant en immobilisation, ce qui vous a été présenté ici. Alors, ce programme-là, comme je le disais, il va sûrement y avoir des modifications pour les années 2022-2023, sûrement 2021. Ça risque d'être touché, mais en fonction des impondérables qui peuvent survenir à ce moment-là. Donc, il s'agit ici
d'adopter le programme de dépenses en immobilisation pour l'année 2021, 22 et 23, prévoyant des dépenses de 13 639 719 $ en 2021, 19 886 000 $ en 2022 et 18 700 000 en 2023. Alors, proposé, M. Pelletier à nouveau, c'est votre dossier en plus les infrastructures, appuyé par M. Vézina. Alors, ici, nous avons une obligation de diffuser le budget pour l'exercice financier 2021 et le programme de dépenses en immobilisation pour 2021, 22 et 23. Alors, il est donc résolu de faire paraître un avis public présentant le budget pour l'exercice financier 2021 et le programme de dépenses en immobilisation pour les années 2021, 22 et 23 dans l'édition du 23 décembre 2020 du journal Les Versants. Il sera distribué sur le territoire de la ville. Le tout sera également disponible sur le site web de la municipalité. Donc, proposeur et appuyeur. Proposé M. Pelletier, c'est votre dossier, appuyé par M. Lacroix. Alors, les gens qui ne sont pas familiers, habituellement, les porteurs des dossiers, on les met comme proposeurs, d'autant plus qu'il a fait une magistrale présentation. Est-ce qu'on avait eu des questions d'emblée, M. Pelletier, M. Beaupré ou Mme Lefebvre? Peut-être Mme Lefebvre sur le... En fait, on a eu une seule question d'ordre très général, M. le maire, à laquelle on a répondu en faisant la présentation du budget. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous inviter pour toute question. D'abord, allez, M. Pelletier l'a fait tantôt, l'invitation, allez sur le site de la municipalité. D'abord, vous allez le voir dans le journal Les Versants, sur le site de la municipalité aussi, pour pouvoir vous investir de ce budget-là. Et si votre intérêt porte sur un sujet ou un questionnement quelconque, adressez-le à la municipalité, sur le site de la municipalité, et on pourra, ça vous donne du temps, là, ça vous donne un mois à peu près. La prochaine réunion est le 18 janvier. Donc, le 18 janvier, on pourra vous répondre à vos questions d'ordre budgétaire. Alors, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Alors, si j'ai un proposeur, un appuyeur, je pourrais considérer l'Assemblée levée. Oui, Mme Laforêt propose, appuyée par M. Henry. Alors, il y a une autre réunion qui va suivre par la suite et on vous reviendra pour la présentation d'un règlement relatif à l'imposition des taxes. Ça va être une autre réunion là, distincte qui va vous être amenée. Donc, si vous n'êtes pas à l'écran à ce moment-là, si vous ne suivez pas, on va en profiter au nom du conseil. J'en profite pour vous souhaiter des joyeuses fêtes pour les personnes qui vont syntoniser ce segment-là de notre réunion et vous inviter à être prudent et aussi suivre les consignes de la santé publique. On souhaiterait vous avoir avec nous en 2021 et vous avoir avec nous en santé. Alors, proposeur et appuyeur, je l'avais eu pour la levée de l'Assemblée. Alors, Mme Laforêt et qui avait appuyé? C'est M. Henry, ça, je l'avais déjà donné. C'est bon. Donc, merci beaucoup. Alors, je ne pensais pas que je l'avais conclu là-dessus. C'est bien. Merci beaucoup à tous les membres du conseil. Merci à M. Beaupré et Mme Lefebvre et aussi pour une présence remarquée de M. Lalande qui n'est pas régulièrement avec nous parce qu'on ne parle pas trop du budget. Mais merci infiniment, M. Lalande.